Salut à tous les amis parieurs, j'espère que vous avez tous la pêche. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse et de pronostic pour l'UFC Fight Night 239, Tai Tuivasa versus Tybura. Mais avant ça, on va récap ce week-end de folie avec l'UFC 299, le PFL et le combat de boxe de Francis Ngannou contre Anthony Joshua. N'hésitez pas à vous abonner les frérots, à lâcher un petit pouce bleu pour le référencement. Vous pouvez retrouver les tickets gagnants sur les réseaux sociaux. Les liens ils sont dans la description de la chaîne. Facebook, Instagram et TikTok. N'hésitez surtout pas à les regarder. Je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés que j'ai eu cette semaine. Là, j'ai eu une cinquantaine d'abonnés en une semaine, sachant que j'ai eu 150 abonnés en 6 mois. C'est énorme pour moi, à mon petit niveau de ma petite chaîne, bien sûr, mais ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de le faire, qui lâchent des commentaires, qui lâchent des pouces en l'air. Merci beaucoup les frérots. Du coup, on va récap ce week-end et on va commencer par le PFL. C'est parti. On retrouvait du coup en co-main event Abdul Abdouragimov contre Jack Grant et main event Cédric Doumbé contre Baki. Je vous avais conseillé de choisir Abdul pour le co-main event. Jack Grant, sur les gros combats, les grands rendez-vous dans sa carrière, il avait eu quelques problèmes. C'était la lutte lui avait posé problème. Et je pensais qu'Abdul arrivera à s'imposer assez facilement. Ça a été compliqué quand même, hein. Ça a été difficile pour Abdul. Jack Grant, il a montré vraiment une belle opposition. Il était dangereux debout et il a bien contré Abdul sur le sol. Abdul, il a réussi à se reprendre quand même sur la fin du combat, mais ça a été compliqué. Et ensuite, en main event, on retrouvait donc Cédric Doumbé contre Baki Baysangor Shamsudinov. Vraiment une énorme impatience avec ce combat. Vraiment, j'étais impatient de le voir comme rarement j'ai eu avec des combats de MMA parce que la hype était montée vraiment. C'était énorme avec tout ce que Cédric envoyait sur Internet, tout ce qui s'était passé en amont. Au final, ça se terminait avec une écharpe dans le pied, donc gros flop pour ce combat-là. Après, les deux premiers rounds sont pas achetés à la poubelle, au contraire. Même s'il y a eu peu d'engagement de la part des deux, parce que c'est une énorme pression, aucun des deux n'a envie de perdre. Les deux ont de très bonnes compétences et ça peut parfois bloquer un petit peu les combats. Premier round pour Baki, sans aucun doute, avec plusieurs takedowns. Le problème, c'est qu'il fait aucun dégât sur Cédric. Une fois qu'il l'amène au sol, il n'arrive pas à le contrôler. Cédric s'est relevé à chaque fois. Donc la lutte de Baki était là pour amener au sol, mais pour contrôler son adversaire, façon Chimaev ou Khabib Nurmagomedov, puisqu'on le compare souvent Baki à ces mecs-là. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y avait pas de contrôle malheureusement, et à chaque fois qu'il a essayé de capitaliser, de frapper un petit peu, Cédric a réussi à s'en sortir et à se relever assez facilement à chaque fois. Le deuxième round ensuite, pour moi, à l'avantage de Cédric, comme pour les juges d'ailleurs qui ont noté le combat. Cédric a contré les 1 ou 2 takedowns que Baki a tenté. Pour moi, il a pris la mesure du combat debout, il commençait à trouver ses distances, il commençait à avoir moins peur du sol de Baki. Deuxième round pour Cédric Doumbé, sans aucun doute. J'ai regardé le deuxième round au moins 5 fois pour m'assurer vraiment, parce que j'ai vu tellement sur les réseaux, ça parle tellement. On voit un commentaire, on voit écrit Baki a remporté les 2 rounds haut la main, tu vois, 80 réponses en commentaire. J'en lis un petit peu et tout, mais bon, ça raconte tout et n'importe quoi sur les réseaux. Il y a tous ceux qui ont découvert le MMA récemment avec Doumbé ou avec Baki ou avec Chimaev. Vraiment, depuis 2-3 ans qui se mettent à suivre, ils ont leur jugement bien à eux, et moi je suis pas d'accord avec ça pour la plupart du temps. Pour moi, Baki n'a jamais de la vie gagné le deuxième round. Si on doit vraiment être honnête avec soi-même, les gars, fans de Baki ou fans de Doumbé, peu importe, Baki n'a pas gagné ce deuxième round. Et moi je suis pas fan de Doumbé ou plus que de Baki, hein, je suis fan de MMA avant tout. Pour moi, c'était vraiment que le meilleur gagne. Je suis ce sport depuis 2002, les amis. Je peux vous assurer que j'en ai vu des combats, j'en ai vu des fois des combattants que j'adorais perdre, tout cela. C'est comme ça, on s'en remet, on passe à autre chose. Mais expliquer que Baki a gagné et dominé ce combat, sur l'ensemble du combat, je suis pas d'accord. Même plus pour le début du troisième round, sur le peu qu'on a eu dans le début du troisième round, je trouvais que Cédric était en train de prendre le round à son avantage. Et on aurait bien aimé voir la suite, malheureusement, on ne pourra pas le savoir à cause de cette épine. Alors par contre, pour moi, la faute en revient exclusivement à Cédric Doumbé. Se plaindre même si ça le gênait, à un moment donné, moi, je suis plutôt d'accord avec ceux qui comparent le banner, qui s'est combat avec son bras cassé. Même si on sait que c'est un fait de match, c'est arrivé pendant le combat, comme le doigt de pied de John Jones cassé, c'est arrivé pendant le combat, c'est un fait de match pendant le combat. Donc là, si c'est extérieur, tout ça, bon, même franchement, il faut dire la vérité, ça casse les couilles, quoi. Tout le monde avait envie de voir ce combat-là, et quand on l'a vu se stopper, et l'arbitre Marc Godard, même si ça a saoulé tout le monde, il a fait son boulot. Il prévient une fois, Cédric se plaint une deuxième fois, c'est vrai qu'on pourrait se dire, il fait un time 2 secondes, il regarde ce qu'il y a, et puis il remet le combat, et tout le monde est content.
Ouais, il est un peu dur comme arbitre, c'est certain, mais bon, il a suivi le règlement, il a fait, voilà, il a fait que suivre le règlement au final. Donc ouais, gros flop au final pour la fin de ce combat et on va être obligé d'attendre la revanche maintenant. Donc ça fait chier, mais c'est comme ça, on n'a pas le choix. Donc erreur pour celui-ci, je vous avais conseillé donc Abdul et Cédric. Cédric du coup perd par KO technique à cause du règlement. Victoire sans saveur pour Baki. Donc ouais, vivement la revanche, vivement le mois de mai pour cette revanche. Parce qu'on peut pas en rester là, c'est vraiment faux, c'est pas possible. Voilà, du coup, on a terminé. Juste petit bémol pour le PFL, la speakeuse au micro qui lâche des Baki, t'es mort. C'était quand même vraiment abusé. Mais bon. C'est pour ça que le PFL est vraiment pas au niveau de l'UFC pour l'instant sur l'organisation, même les événements. Hein. L'UFC, ça reste les numéros 1 et c'est pas pour rien. On enchaîne sur le combat de boxe de Francis Ngannou contre Anthony Joshua. On retrouvait du coup ce combat de boxe vendredi, puisque le PFL c'était jeudi. Vendredi, on avait Joshua contre Ngannou. Je vais pas m'attarder une heure sur le combat, de toute façon, il n'y a pas grand chose à en dire, sauf que Francis Ngannou a été complètement dépassé par la vitesse de Joshua, par sa technique en boxe. Là, on a vraiment vu la différence de niveau. Au final, impossible de parier sur le combat. Je sais pas s'il y en a certains de vous qui ont pu, parce que j'avais fait une vidéo de pronostic là-dessus. Au final, sur aucun site, j'ai trouvé le combat. Donc, victoire de Joshua par KO. Ça faisait vraiment bizarre de voir Francis Ngannou tomber comme ça. Les 2 premiers knockdowns de sa carrière, plus un KO aussi violent, c'était brutal quand même. Hein. À 37 ans, Joshua, il a montré pourquoi c'était vraiment son sport. Et le Francis qu'on avait vu face à Tyson Fury, ça parle beaucoup, hein, soit c'est Tyson Fury qui était qui était pas en super forme, soit il avait trop peur de Francis. Voilà, c'est vrai qu'après avoir vu les 10 rounds, Joshua il avait beaucoup plus d'infos que Tyson, en tout cas c'était certain. Et il a plié ça en 2 rounds très rapidement. Et donc Francis Ngannou, je sais pas si on va le revoir en boxe tout de suite ou s'il va aller affronter le Brésilien, le nouveau champion poids lourd PFL Bellator. Pour l'instant, je pense qu'il va faire une petite pause et on verra plus tard. Voilà, donc on enchaîne sur l'UFC 299. Déjà, la carte prélim était folle. Vraiment, cet UFC, c'était une des meilleures cartes que j'ai vues depuis que j'ai créé ma chaîne, depuis le mois de juillet l'année dernière. Je couvre tous les événements UFC, c'est la meilleure carte avec même une carte prélim où j'étais obligé de faire des pronos dessus parce qu'il y avait des combats, ça aurait pu être carrément des têtes d'affiche de Fight Night. Comme Michel Pereira qui a gagné son combat par soumission en 1 minute. Vraiment impressionnant. Philippe Lins et Kutelaba qui ont fait un combat, une belle guerre. Ça s'est fini par décision pour Lins, mais c'était vraiment un super combat. On retrouvait ensuite dans la deuxième partie de la prélim Pedro Munoz qui a perdu contre Kyler Phillips. Phillips énorme dans ce combat. Il est un peu roulé dessus d'ailleurs. Munoz est solide, hein. Il ne s'est pas fait finir. Toujours fidèle à sa réputation, mais il a pris cher quand même. Ensuite, Mateus Gamrot contre Rafael dos Anjos. Ça, c'est carrément un combat de tête d'affiche de Fight Night. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi Gamrot s'est retrouvé encore contre dos Anjos. Là, normalement, la logique, on aurait pu mettre Mateus Gamrot contre Dustin Poirier. Ça aurait été logique. Et notre cher BSD aurait pu se retrouver contre Rafael dos Anjos, un ancien champion sur le déclin. Ça aurait plus de sens, mais bon, peu importe. Dos Anjos d'ailleurs sur le déclin à 40 ans, toujours frais. Hein. Dans le premier round, Gamrot, il a eu quand même 1 ou 2 alertes, ça a été chaud. Il a réussi à garder le contrôle après et ça a été trop compliqué la suite pour Dos Anjos niveau grappling. Gamrot, il a fait du Gamrot comme à son habitude et c'est passé. Il remporte le combat par décision. Ensuite, je vous avais d'ailleurs conseillé de choisir Gamrot, pour ceux qui peuvent parier sur les prélims, moi je peux pas, mais je voyais bien Gamrot l'emporter, c'est ce que j'avais annoncé et le combat s'est déroulé comme je le pensais. Par contre, grosse surprise, Curtis Blade contre Jailton Almeida. Je voyais le combat se dérouler comme ça s'est passé dans le premier round. C'est-à-dire, comme je l'avais bien précisé dans la vidéo d'analyse, que j'étais persuadé qu'Almeida réussirait à mettre Blade sur le dos assez rapidement. C'est ce qui s'est passé, il n'a pas perdu de temps. Mais il plongeait très loin quand même. J'ai trouvé dès le premier round, sur le premier takedown, il est arrivé de l'autre côté de la cage. Et dans le deuxième round, il a fait vraiment une erreur, un takedown parti vraiment de beaucoup trop loin. Et Blades a commencé à le punir avec des frappes, avec 2-3 qui sont passés, hein, à dire la vérité, derrière la tête. Mais Almeida, je pensais qu'il allait, je sais pas, tourner sa tête sur le côté gauche du corps de Blades pour se protéger. Et non, il a subi ses coups de poing marteau jusqu'à s'écrouler. Et victoire de Blades par KO au deuxième round. Bravo à Curtis Blades, je savais qu'il serait capable quand même de bien se défendre face à Almeida, parce qu'il est quand même solide au sol, Blades. Et au final, il a remporté ce combat d'une façon que voilà, je m'y attendais pas. Super victoire pour Curtis Blade, et on est pressé de voir la suite du coup.
Voilà, en tout cas une super prélim et on enchaîne sur la carte principale. On retrouvait en premier combat de la carte principale Petr Yan contre Song Yadong. Je vous avais conseillé de choisir Petr Yan. Je pensais que pour Song ce serait peut-être un peu trop tôt. Et Song Yadong qui est très solide quand même, il a remporté le premier round. Plus précis qu'Yan, en tout cas plus agressif dans le premier round. Mais Petr Yan s'est bien rattrapé dans le deuxième avec de précieux takedowns en fin de deuxième et troisième round. Des frappes plus précises. Il a réussi à ouvrir le chinois aux arcades qui saignait un petit peu du visage. Donc Petr Yan remporte ce combat par décision unanime. Je pensais un split, mais c'était unanime et c'était assez logique au final. On retrouvait ensuite en deuxième combat Gilbert Burns face à Jack Della Maddalena, combat catégorie welterweight. Je vous avais conseillé de choisir l'Australien. Je pensais que Burns, qui revenait d'une défaite compliquée contre Belal Mohamed, Jack, lui, qui était invaincu à l'UFC sur une série de superbes victoires. Alors par split decision, mais je veux dire, il a affronté quand même des adversaires de plus en plus difficiles. Et Burns, c'était pas une marche trop haute pour lui, il a réussi même à le finir donc par KO au troisième round. Je pense que si le combat allait à la décision, ça aurait peut-être été une split pour Burns, pour dire la vérité. Burns, il a quand même bien contrôlé avec son jiu-jitsu, enchaînant frappe, takedown. Ça a été compliqué pour l'Australien, je pensais qu'il résisterait mieux que ça à Jack Maddalena. Mais quand même, mine de rien, c'est lui qui a eu le dernier mot. Il a réussi à faire un retournement de situation en fin de troisième round et à enchaîner de superbes frappes pour mettre KO Gilbert Burns. Donc bravo à Jack Della Maddalena, belle victoire de sa part. Impatient de le voir dans les prochains combats, que ce soit face à que ce soit éventuellement Ian Gary ou Shavkat Rakhmonov. Ça peut donner vraiment de superbes rencontres. On enchaîne sur le troisième combat. On retrouvait Kevin Holland contre Michael Venom Page. Je vous avais conseillé de choisir Kevin Holland. Je pensais que Michael Page a déjà 36 ans pour son tout premier combat à l'UFC, vu qu'il avait passé l'entièreté de sa carrière au Bellator. Je pensais que Kevin Holland, ce serait trop compliqué pour lui, et je reste persuadé, malgré la défaite de Holland, qu'il a plus de skills que Page. Peut-être pas forcément debout, parce que Page debout, il était dangereux quand même, faut dire la vérité, avec sa position de karaté sur le côté. Il a envoyé de super coups quand même. Mais je pense qu'Holland, il avait les armes pour le contrôler au sol et faire un petit peu mieux que ce qu'il a fait. Mais j'ai l'impression que dans le troisième round, Kevin Holland avait vraiment pas envie de remporter ce combat. Et au final, c'est Page qui l'a emporté à la décision. Donc une erreur pour ce prono-là, ça nous a niqué le combiné. Et on en est à 2 sur 3. Et malheureusement, on passe au combat suivant. Comme main event, on retrouvait Dustin Poirier contre notre Français Benoît Saint-Denis. Et on espérait tous voir Benoît l'emporter, mais c'était une marche assez élevée de Dustin Poirier. Alors le premier round, Benoît lui a quand même, on va dire, roulé dessus quand même. C'est ce que je pensais, que Benoît vraiment, vu qu'il est imposant pour la catégorie, et que Dustin Poirier, souvent le grappling, le sol, bon, même s'il s'est fait soumettre que par Khabib et Charles Oliveira, les meilleurs des meilleurs, il est quand même solide au sol Poirier, mais je pensais que Saint-Denis il arriverait quand même à lui mettre une vraie pression, mais je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi, sans trouver d'excuses à Benoît, je l'ai trouvé un petit peu en dessous de d'habitude. J'ai l'impression qu'il a vite été fatigué dans ce combat et que d'habitude il impose ce rythme même au deuxième ou enfin au deuxième round quand il y va. J'ai trouvé ça un petit peu bizarre, donc ouais, ça parlait pas mal de maladies là, qu'il avait pris apparemment des médicaments pour soigner ça et que ça aurait peut-être joué un peu sur son état de forme. Bon, après ça, quand on perd, on a toujours un petit peu des excuses, mais bon, super combat en tout cas des deux protagonistes. Le deuxième round n'était pas trop mal aussi, hein. Il avait réussi quand même à choper 2 fois le dos de Poirier dans le combat et à placer la fermeture en triangle derrière. Malheureusement, Poirier il a su résister, il a de l'expérience et il a même réussi à trouver le KO dans le deuxième round, terminant Benoît Saint-Denis avant la fin du deuxième round, au plus grand désespoir de tous les fans français. Dustin Poirier qui est toujours là, hein, vraiment, on va voir ce que ça va être la suite pour lui. Apparemment ce serait peut-être un combat pour le titre contre Islam Makhachev. Il le mérite, Justin Gaethje aussi, donc je sais pas, on va voir comment ça va se passer, mais pour Saint-Denis il va sûrement prendre une petite pause et puis prendre le temps de revenir et passer du top 15 au top 3, un top 5, on voit la différence. Un petit top 10 pour lui pour revenir tranquillement, je pense que ce sera mieux. Jalin Turner, ça aurait été plus à sa portée, je pense. Et quand on voit ce qu'il a quand même apporté dans le premier round, il avait sa place dans ce combat, hein, Saint-Denis, il s'est pas fait rouler dessus non plus, mais c'est vrai que ça va laisser des traces, un KO violent comme ça, et il s'en remettra. Hein. Poirier a déjà été mis KO dans sa carrière et il s'en est remis, donc vous voyez, on peut en revenir même d'un KO violent comme ça, et c'est juste qu'il va falloir tout reprendre depuis le début, quoi. On enchaîne donc sur le main event, et dernier combat, on retrouvait Sean O'Malley contre Marlon Vera pour la ceinture Bantamweight. Et je vous avais conseillé de choisir Sean O'Malley.
Je pensais qu'il était entré un peu dans une nouvelle dimension depuis qu'il était devenu champion. Mais Vera, lui, face à Corey Sandhagen, on avait vu un peu des fois, bon, c'était beaucoup de grappling, certes, qu'il avait épuisé contre la cage, mais il m'avait déçu sur ce combat. J'attendais beaucoup de Marlon Vera face à Sandhagen et je me disais que contre O'Malley, il risquerait sûrement de pêcher un peu de la même façon. Il a pris énormément de coups au visage, Marlon Vera, mais il a tenu bon. Il n'a pas pris de knockdown. Pourtant, O'Malley, il lui en a placé beaucoup, beaucoup. Ça a été vraiment même un énorme coup de genou à un moment donné. Et très solide, gros menton pour Marlon Vera et gros cœur. Donc il a tenu jusqu'à la décision. Et décision unanime pour Sean O'Malley qui a remporté les 5 rounds. Donc il reste champion. Par contre, à la fin, il a appelé Topuria, a défié Topuria pour une. J'ai pas trop aimé ça. Je trouve qu'il manque un peu de respect à Merab Dvalishvili qui a 10 victoires d'affilée, qui attend son combat pour la ceinture. Je pense que Sean O'Malley, il doit pas être rassuré d'affronter le Géorgien parce que contre Merab, ça va être très compliqué pour O'Malley de devoir éviter le sol tout le combat. Donc ouais, je comprends pourquoi il défie un striker d'une catégorie au-dessus. Il se dit pourquoi pas essayer de devenir double champion, mais tous les champions, tous ceux qui deviennent comme Ilia Topuria, ils pensaient déjà à la catégorie du dessus aussi. Il faudrait qu'ils se calment un petit peu les champions et qu'ils pensent déjà à défendre leur ceinture avant de parler de devenir double champion. Cette mode du double champion, ça devient un peu chiant quand les gars ils la réclament un petit peu trop tôt, quoi. Voilà, on termine donc à 3 sur 5, 2 ratés. J'ai rentré 3 combinés de 2 que j'ai balancé sur les réseaux si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Par contre, ouais, les combinés de 5 et j'avais 2 combinés de 3 qui sont pas passés parce que dedans il y avait il y avait Kevin Holland et Benoît Saint-Denis. Week-end triste pour le MMA français avec la défaite de Benoît, le combat stoppé trop tôt entre Baki et Doumbé et puis la défaite de Francis. Même si Francis, il n'est pas français, il a une histoire quand même avec la France. Il parle français dans sa vie de tous les jours, et il nous représente sur son short, il représente le pays. Donc moi, en tout cas, ça m'a fait mal au cœur de le voir comme ça. Voilà, on a terminé avec le récap de ce week-end de MMA monstrueux et on enchaîne sur l'analyse et pronostic de l'UFC Fight Night 239. C'est parti. Du coup, l'UFC Fight Night 239 se tiendra samedi 16 mars, samedi prochain. On retrouve 6 combats sur la carte principale. On retrouve en premier combat catégorie featherweight, un combat de jeunes prospects assez intéressant. Christian Rodriguez contre Isaac Dulgarian. Christian Rodriguez, il est américain, d'origine latine, il a 26 ans, il a 10 victoires pour une seule défaite en carrière. Sa défaite, faut remonter 2022, c'était à l'UFC, il avait perdu par décision contre Jonathan Pierce. Il a enchaîné depuis 3 victoires, une par soumission en 2022 et 2 par décision. Une où il a battu Raul Rosas Jr., où il l'a dominé après que Raul Rosas Jr. ait beaucoup insisté sur la lutte à outrance et finisse par perdre un peu en cardio. Il m'avait vraiment impressionné sur ce combat, Rodriguez. Il est assez complet, je trouve, plutôt solide, que ce soit en grappling, même en défense ou en attaque sur la lutte. Donc c'est un combat quand même assez prometteur, je trouve. Parce que son adversaire, Dulgarian, il est américain, il a 27 ans, très jeune également. Il a 6 victoires pour 0 défaite en carrière. Sur ces 6 victoires, on a 6 finishes, 4 par KO et 2 par soumission. Alors il n'a qu'un seul combat à l'UFC pour l'instant. Il vient d'arriver à l'UFC là au mois d'août 2023. Avant ça, il était dans les petites organisations, Fighting Alliance Championship. Son premier combat à l'UFC, c'est quand même une victoire par KO technique contre le solide Francis Marshall. Il a gagné fin de premier round, après l'avoir emmené au sol et l'avoir tabassé en ground and pound. Assez impressionnant, il est solide, hein, Dulgarian, même ses combats au Fighting Alliance Championship, j'en ai regardé quelques-uns. Il est solide debout, il vous emmène au sol et il cherche vraiment à en finir à tabasser ses adversaires et que ce soit... tous ces combats ils sont terminés au premier round, hein, c'est ce que je revérifiais, mais oui, il n'y a pas eu de deuxième round pour l'instant. Pour un deuxième combat à l'UFC face à Rodriguez, ça me paraît quand même assez compliqué pour Dulgarian parce que Rodriguez c'est un sacré client quand même, il est solide, capable de défendre comme je disais justement avant la lutte. On l'avait vu contre Raul Rosas Jr. Et Dulgarian, si ça passe le premier round, on ne sait pas trop comment il va réagir pour l'instant puisqu'on ne l'a jamais vu faire de deuxième round. Pour ce qui est des cotes, on retrouve Dulgarian favori avec une cote à 1,65 et une cote à 2,12 pour Rodriguez. C'est assez étonnant quand même de voir la différence vu qu'il est invaincu. Dulgarian, je pense que ça peut jouer, mais il a un seul combat à l'UFC et peu d'expérience encore pour l'instant. J'ai plutôt envie de partir sur Rodriguez. Et sa cote en plus à 2,12 est assez sympathique.
C'est un choix un petit peu risqué, parce qu'on a pour l'instant peu d'infos, c'est des jeunes prospects, ils n'ont pas une énorme carrière derrière eux encore pour le moment. Dulgarian, il a qu'un seul combat à l'UFC. Mais je pense que Rodriguez a les armes pour remporter ce combat éventuellement par décision, en contrôlant l'agressivité de Dulgarian sur le premier round et en ne prenant pas de KO. Je pense qu'il peut s'en sortir, donc je vous conseille de choisir Rodriguez. Par contre, c'est un peu risqué dans le combiné complet des 6 combats. Ça peut être à garder vu que sa cote est intéressante pour un combiné de 2 combats par exemple, mais c'est quand même risqué ce choix-là. Mais j'ai vraiment envie de le tenter, je pense que Rodriguez peut le faire. On enchaîne sur le deuxième combat. On retrouve Gerald Meerschaert contre Bryan Barberena, combat catégorie middleweight. Alors Meerschaert, il est américain, il a 36 ans, 35 victoires pour 17 défaites en carrière. C'est un vieux briscard, hein, il est là depuis un sacré moment. 6 KO et 27 soumissions sur ses 35 victoires et seulement 2 décisions. Sur ses 17 défaites, 4 KO, 8 soumissions et 5 décisions. Gerald Meerschaert, sur son dernier combat, c'est une défaite par split decision contre André Petroski à l'UFC 292 au mois d'août. Avant ça, il avait perdu par KO technique contre Joe Pyfer au mois d'avril 2023. Donc il a eu de sacrés clients quand même, Meerschaert, pour ses dernières rencontres. Troisième combat en arrière, c'est une victoire par soumission contre Bruno Silva au premier round au mois d'août 2022. Et si on remonte un peu plus en arrière encore, il a encore une défaite par décision contre Christophe Jotko. Et si on remonte en 2021, une belle victoire par soumission contre Dustin Stolfus. C'était quand même en décembre 2021, donc pas mal de défaites sur ces derniers combats pour Meerschaert. Bryan Barberena, c'est pas beaucoup mieux. Il est américain, il a 34 ans, 18 victoires pour 11 défaites en carrière. Alors sur ces 18 victoires, on a 11 KO. C'est un puncher et un KO-teur Barberena, 2 soumissions et 5 décisions seulement. Sur ces 11 défaites, 2 KO, 3 soumissions et 6 décisions. Il ne se fait pas énormément finir non plus Barberena. Ses 3 derniers combats par contre, c'est des défaites. 3 défaites sur ses 3 derniers fights en 2023 et décembre 2022. Défaite contre Muradov en juillet 2023 par décision. Contre Gunnar Nelson, il s'était fait soumettre au mois de mai 2023. Et soumission également contre Rafael Dos Anjos. C'était en décembre 2022. Sa dernière victoire, faut remonter comme au mois de juillet 2022. C'était la victoire par KO technique contre le vieillissant Robbie Lawler. Et en plus, ça avait été quand même compliqué. Robbie Lawler, il s'était bien défendu dans ce combat-là. Il avait même failli finir Barberena à plusieurs reprises. Ça a été un combat très très chaud et ouais, ça remonte quand même presque quasiment 2 ans. Avant ça, il avait gagné au mois de mars 2022 contre Matt Brown par décision, split decision. Et il avait quand même enchaîné donc 3 belles victoires Barberena, mais il a enchaîné derrière 3 défaites contre des gros clients quand même, Dos Anjos, Nelson. Compliqué, les deux combattants sortent de pas mal de défaites, donc on a une belle opposition de style. Meerschaert qui lui va chercher plutôt à grappler, à lutter, à grappler et à soumettre. Barberena à rester debout, à mettre KO. À ce jeu-là, je pense que Meerschaert devrait avoir l'avantage. Je vois plus être capable d'éviter l'affrontement avec Barberena debout et de rapidement trouver la solution pour l'emmener au sol. Et peut-être éventuellement même de le soumettre au premier ou au deuxième round. Ça me paraît être une possibilité. Je vois un finish dans ce combat. Et ouais, sûrement une soumission donc pour Meerschaert. Pour ce qui est des cotes, on retrouve d'ailleurs Gérald favori avec une cote à 1,48 et Bryan Barberena une cote à 2,48. Je vous conseille donc de choisir Meerschaert. Ces derniers temps, j'avais trop favorisé les strikers face aux grappleurs. Je pense que cette fois-ci, il ne faut pas que je fasse la même erreur. Surtout que Barberena s'est fait soumettre 2 fois sur ses 3 dernières défaites. Ses 3 derniers combats et 3 dernières défaites, il s'est quand même fait soumettre par Dos Anjos et Gunnar Nelson. Donc je pense que c'est le choix le moins risqué, c'est de choisir Gerald Meerschaert. On enchaîne sur le combat suivant. C'est parti. On retrouve ensuite un combat catégorie Women's Bantamweight. On retrouve Pannie Kianzad face à Massi Chiasson. Alors Kianzad, elle vient de Suède, elle a 32 ans, 16 victoires pour 7 défaites en carrière. Son dernier combat, c'est une défaite contre Kathleen Vieira par décision. Avant ça, elle avait gagné contre Landsberg par décision en 2022 et une défaite contre Raquel Pennington en 2021. Je vais aller assez vite sur celui-ci pour vous dire la vérité, ce combat ne me passionne pas vraiment. On retrouve face à elle l'américaine Massi Chiasson qui a 32 ans, 8 victoires pour 3 défaites en carrière. Son dernier combat, c'est également une défaite contre Irene Aldana par KO au 3e round. Avant ça, elle avait battu Norma Dumont par split decision en mai 2022.
Et on remonte en 2021, une défaite par soumission contre Raquel Pennington elle également. Donc ouais, c'est des combattantes que je suis pas particulièrement jusqu'à aujourd'hui. J'ai dû voir un combat d'elle, je pense, il me semble, sur des prélims une fois. Mais ouais, non, pas vraiment passionné par ce combat-là. Pour ce qui est des cotes, on retrouve Chiasson favori avec une cote à 1,54 pour une cote pour Kenzad à 2,33. Donc je vous conseille quand même de choisir la favorite. Les deux elles sortent d'une défaite et je pense que ça va quand même être compliqué. Je le mettrai pas dans le combiné de 6. J'ai pas envie de prendre de risques vu que voilà, je les connais pas spécialement les deux. Conseille donc de choisir quand même l'américaine, mais voilà, sans faire de folie sur ce combat-là. On enchaîne sur le combat suivant, c'est parti. On retrouve ensuite un combat dans la catégorie light heavyweight, Ovis Saint-Preux contre Kennedy Zenshoku. Ovis Saint-Preux, il a 40 ans, il est américain, 26 victoires pour 17 défaites. Sur ces 26 victoires, on a quand même 12 KO, 8 soumissions, 6 décisions seulement. Et sur ces 17 défaites, il a pris 5 KO, il s'est fait soumettre 3 fois, il a perdu 9 fois par décision. Son dernier combat, c'est une défaite par KO au premier round contre Philippe Lins. Avant ça, une victoire par décision, split decision contre Mauricio Roy, c'était en mai 2022 déjà. Donc il a peu combattu, il a déjà 40 ans et on remonte encore avant, en 2021 et 2020, il avait pris 2 défaites par KO contre Tanner Bowser et Jamal Hill. Compliqué pour Ovis Saint-Preux, il est plutôt en fin de carrière et il fait plutôt office de gatekeeper, j'ai l'impression. Parce que face à lui, Kennedy Zenshoku, il est américain, il a 31 ans, 12 victoires pour 4 défaites, 8 KO sur ces 12 victoires et 3 décisions, 1 soumission. Sur ces 4 défaites, il s'est fait mettre KO 2 fois et soumettre 1 fois quand même. D'ailleurs, c'était dans son dernier combat, défaite contre Dustin Jacoby au premier round par KO technique. C'était au mois d'août 2023, mais avant ça, il avait enchaîné plusieurs victoires, de belles victoires, toutes par finish, contre Devin Clark, qu'il avait soumis au mois de mai 2023, Kutelaba, qu'il avait battu par TKO en novembre 2022, et Carl Robertson, qu'il avait battu par KO technique également au mois de juillet 2022. Donc ouais, ça me paraît quand même difficile pour Ovis Saint-Preux face à Nshoku qui est vraiment, même s'il revient d'une défaite, il est en bien meilleure condition physique je pense. D'ailleurs pour ce qui est des cotes, largement favori, Kennedy il a une cote à 1,17 pour une cote Saint-Preux, une cote à 4,50. Il y a peu de chance de voir le Saint-Preux remporter ce combat quarantenaire déjà, rendez-vous compte. Il est plus tout jeune et il a subi d'énormes guerres, il avait même combattu contre John Jones pour le titre à l'époque, Saint-Preux, donc je vous conseille de choisir Kennedy Zenshoku. Ça me paraît être le choix le moins risqué et sa cote étant très basse, ça va servir uniquement pour le combiné des 6. On enchaîne sur le combat suivant, c'est parti. On retrouve en co-main event un combat catégorie welterweight. On retrouve Bryan Battle face à Ange Louza. Bryan Battle, il est américain, il a 29 ans, 10 victoires pour seulement 2 défaites en carrière. Sur ces 10 victoires, on a 8 finishes, 5 soumissions et 3 KO. Et il a une défaite par soumission et une par décision. Alors la défaite par soumission, il faut remonter en début de carrière en 2019, largement avant l'UFC. Sa deuxième défaite, c'était contre le solide Rinat Fakhretdinov qu'il a perdu par décision en décembre 2022. Sinon, sur ses 2 derniers combats, il est sur 2 victoires, 2 finishes pour Battle. Une victoire par KO en 14 secondes contre Gabriel Green et une victoire par soumission au deuxième round au mois de septembre 2023 contre A.J. Fletcher. Victoire par soumission au deuxième round. Face à lui, du coup, Louza, il est congolais, il a 30 ans, 10 victoires pour 3 défaites en carrière. Ils ont un palmarès très similaire. Sur ces 10 victoires, il a 5 victoires par KO, 1 par soumission et 4 décisions. Sur ces 3 défaites, c'est 3 défaites par décision uniquement. Sur ces 3 défaites, il en a eu 2 à l'UFC, une au Dana White Contender où il a perdu contre Jack Della Maddalena en septembre 2021. Ensuite, il est revenu à l'UFC, une deuxième défaite en avril 2022, il avait perdu par décision également. Il est sur 2 victoires. Comme Bryan Battle contre A.J. Fletcher, mais par décision, et contre Rhys McKee, par décision également au mois de septembre 2023. Ça va être un combat assez difficile pour Louza, je pense, parce que Battle, il est vraiment solide, que ce soit debout, même au sol. Il a plus de skills que Louza, je pense, qui serait capable de le soumettre. Je verrais bien une victoire de Battle par soumission, ça me paraît possible. Louza, lui, je ne sais pas s'il va réussir à éviter le sol face à Battle. Si ça reste debout, en plus Battle il est assez solide, il a des victoires par KO également. Pour ce qui est des cotes, on retrouve Battle favori, cote à 1,61 et Louza une cote à 2,20. Battle m'avait vraiment impressionné, même dans sa défaite face à Renat, il a montré à quel point il était solide. Donc je vous conseille de choisir Battle, ça me paraît quand même être le choix le moins risqué. Il faudra quand même que Battle soit prudent debout, parce que Louza il a quand même 5 victoires par KO, mais je pense qu'il a les armes pour remporter ce combat.
On enchaîne sur le main event et dernier combat, c'est parti. On retrouve du coup combat catégorie poids lourd, Tai Tuivasa contre Marcin Tybura. Combat assez intéressant je trouve. Tai Tuivasa il est australien, il a 30 ans, 14 victoires pour 6 défaites en carrière, 13 KO sur ses 14 victoires, une seule décision, hein, ça en dit long. Sur ses 6 défaites, 3 KO, KO technique et 2 soumissions, une décision. Ces derniers combats, donc ces 3 derniers combats pour Tuivasa, c'est 3 défaites, mais alors c'est contre Alexander Volkov, il s'est fait soumettre en mois de septembre 2023 au deuxième round. Sergei Pavlovich, où il s'est pris un KO au premier round en décembre 2022. Et Cyril Gane, septembre 2022, par KO au troisième round également. Avant ça, il avait enchaîné quand même une série de 5 victoires, toutes par finish, toutes par KO, hein, du coup, contre Derek Lewis, Augusto Sakai, Greg Hardy, Stefan Struve même. Il fallait remonter en 2019 pour ses défaites par soumission contre Sergei Spivak ou Blago Ivanov et Junior Dos Santos. Tuivasa il a affronté tout le monde, hein, quasiment chez les poids lourds, dont les meilleurs, donc ça explique les 3 défaites sur ces 3 derniers combats. Face à lui, Marcin Tybura, il est polonais, il a 38 ans, 24 victoires pour 8 défaites, 9 KO sur ses 24 victoires, 6 soumissions et 9 décisions. Sur ses 8 défaites, 5 KO, KO technique et 3 décisions. Sur sa dernière sortie, c'est une défaite par KO technique au premier round en 1 minute contre Tom Aspinall. Mois de juillet 2023, c'était. Avant ça, il était sur 2 victoires quand même par décision contre le solide Blago Ivanov et Alexander Romanov. Avant ça, il avait perdu par décision en 2021 contre Alexander Volkov également, mais il avait enchaîné avant cette défaite, pareil, une série de 5 victoires avec des noms comme Greg Hardy, Waltaris, Ben Rothwell même, ou Sergei Spivak. Donc ils ont vraiment fait le tour de la catégorie poids lourd, ces 2 combattants. Je donne l'avantage debout à Tuivasa, qui est plus précis, qui a le KO power. Tybura, il revient d'un KO en plus, et je ne suis pas certain qu'il réussisse vraiment à contrôler Tuivasa au sol tout le combat. C'est vraiment sa seule solution pour gagner, je pense, à Tybura. Je ne pense pas qu'il puisse échanger 3 rounds, même 5 rounds, pardon, c'est un main event, pendant 5 rounds avec Tuivasa sans prendre de KO. Ça me paraît difficile pour le Polonais de s'en sortir. Il a peu de victoires par soumission, Tybura, mais il est capable de contrôler au sol quand même, il l'a déjà fait, mais ça me paraît difficile pour lui aujourd'hui. Je pense que Tuivasa a les armes pour le mettre KO, surtout que le combat risque de, voilà, ça risque de partir fort dès le début, je pense. Je vois bien une victoire de Tuivasa par finish. Pour ce qui est des cotes, on trouve favori Tuivasa, cote à 1,73 et une cote à 2 pour Marcin Tybura. C'est très serré quand même, hein, c'est très serré effectivement. Tybura il a quand même ses chances, faudra que Tuivasa il soit prudent de ne pas se faire emmener au sol, de se retrouver sur le dos, parce que Tuivasa sur le dos c'est un peu le syndrome de la tortue, c'est compliqué, il est obligé un peu d'attendre limite à la fin du round et de subir pour pouvoir se relever. Ça va être compliqué je pense, si le combat se retrouve au sol, ça va être compliqué pour Tuivasa, mais je vous conseille quand même de rester sur l'Australien. Même si ça part au sol et qu'il se fait emmener au sol, je pense qu'il est capable de tenir. Et je crois plus en ses chances de terminer le combat par KO. Voilà, on en a terminé avec les analyses et pronostics de cette UFC Fight Night 239. Voilà les frérots, j'espère que ces pronos vont être bonnes. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne les frérots, à lâcher un petit pouce sur les vidéos.